Salut et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble Docker. Donc Docker, même si on n'est pas forcément administrateur système, c'est une technologie dont on entend de plus en plus parler en ce moment. Alors ce que je vous propose, c'est un petit peu d'élucider le mystère et de voir ensemble qu'est-ce que c'est que cette technologie, comment elle fonctionne et pourquoi elle est utile. Alors, selon Wikipédia, Docker c'est un outil qui permet d'impacter une application et toutes les dépendances que l'on a autour dans un conteneur virtuel. Conteneur que l'on pourra ensuite envoyer sur un serveur Linux et faire fonctionner sur n'importe quel serveur Linux. Alors, le mot-clé de cette définition, c'est conteneur. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Alors, il faut savoir que le conteneur et les conteneurs, ce n'est pas forcément une notion nouvelle, ce n'est pas forcément une notion qui a été inventée par Docker. Donc Linux a un système de conteneurs qui s'appelle LXC, pour Linux Container, très original, qui permet de gérer ça. Alors un conteneur, globalement, il faut imaginer que c'est une sorte de boîte, un petit peu comme une machine virtuelle, qui va être complètement isolée de votre système d'exploitation. Donc c'est une boîte dans laquelle vous allez pouvoir installer toutes les librairies dont a besoin votre application pour fonctionner, et vous allez aussi installer votre application. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est distribuer cette box un petit peu partout. Et vu qu'elle est complètement isolée du reste, elle va pouvoir fonctionner peu importe le système d'exploitation sur lequel vous mettez. Alors, pourquoi c'est une notion qui est intéressante? Pourquoi ce système de conteneurs va permettre de simplifier les choses? Parce que actuellement, nos applications ont besoin de plus en plus de technologies pour fonctionner. Si je prends un cas concret, vous avez une application PHP, cette application PHP a besoin d'une certaine version de PHP, elle a besoin par exemple d'ImageMagick pour faire la conversion des images, on peut avoir besoin d'une base de données particulière, MongoDB ou autre, on peut avoir besoin d'un système de cache, on peut avoir besoin de Nginx ou d'Apache, on peut avoir besoin d'Elasticsearch, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc au total, on se retrouve avec une application qui a des tonnes et des tonnes de dépendances. Le problème, c'est que lorsque l'on travaille avec un administrateur système ou même un hébergeur tiers, c'est un petit peu l'enfer parce que nous, on arrive la bouche en cœur en disant voilà, je suis développeur, j'ai développé l'application, j'ai besoin de toutes ces librairies-là. Et l'hébergeur ou l'administrateur système doit se démerder et installer toutes ces librairies-là. Et en général, il pète un câble parce que en tant que développeur, vous n'êtes pas forcément sensible à toutes les problématiques liées au serveur. Donc lui, on peut lui demander juste d'installer Java, mais lui, ça veut dire qu'il va devoir l'installer sur des tonnes et des tonnes de machines, installer une certaine version, les librairies dont on a besoin, et ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, c'est un petit peu la guerre entre les développeurs et les administrateurs système. Donc le gros avantage, c'est que le système de conteneurs va permettre de mettre tout le monde d'accord, et comme ça, les développeurs et les administrateurs système seront de nouveau les meilleurs amis du monde. Alors là où vous dites peut-être, mais attends, ce que tu es en train de nous décrire, c'est un petit peu exactement la même chose que des machines virtuelles. Et vous n'avez pas forcément tort. Alors pour comprendre la différence entre ces deux technologies-là, un petit schéma qui est issu du site de Docker. Donc là, c'est la structure actuelle que l'on a, par exemple, avec des machines virtuelles. Avec une machine virtuelle, on se retrouve avec, on a l'infrastructure, par-dessus, on va avoir notre système d'exploitation, qui va ensuite faire fonctionner différentes machines virtuelles qui seront en fait des machines qui seront virtualisées. Donc globalement, c'est comme si on mettait un ordinateur dans un ordinateur. Le problème de cette structure-là, c'est qu'on se retrouve, si on a 10 machines virtuelles, à avoir 10 systèmes d'exploitation qui vont tourner en montage de fond. Et ça prend beaucoup de ressources. Donc le système de conteneurs permet de se passer de cette partie-là et de faire fonctionner nos applications directement en utilisant le système d'exploitation de l'hôte. Et du coup, on n'a pas besoin de virtualiser les différents systèmes d'exploitation pour nos applications. Donc l'avantage, c'est que ça va permettre d'alléger un petit peu la structure. Donc en parlant d'avantages, on en a plusieurs. Premier est évident, c'est qu'on a de meilleures performances. Vu qu'on n'a pas 10 ou 20 systèmes d'exploitation qui tournent, chaque système d'exploitation a des tonnes et des tonnes de processus, on gagne en performance. L'autre avantage, c'est que ça rend la technologie beaucoup plus portable. Le problème, c'est que si jamais j'ai besoin de transvaser une machine virtuelle d'un point A à un point B, je suis obligé de faire un snapshot et de tout transférer. Le problème, c'est que ça pèse un âne mort. Une machine virtuelle, ça pèse beaucoup et du coup, à transvaser et à lancer, ça va prendre beaucoup de temps. L'autre avantage, c'est que c'est beaucoup plus facilement scalable, c'est-à-dire que l'on va pouvoir bouger les petits blocs très rapidement d'un endroit à un autre et même les faire évoluer en termes de performance. Donc je vais pouvoir stopper un conteneur, le mettre sur une machine plus grosse et le relancer sans forcément avoir de problème. L'autre avantage aussi, et c'est lié notamment à la faculté qu'ont les conteneurs d'être portables, c'est le déploiement. Déployer un conteneur va être très simple. Vu qu'un conteneur est léger, on peut imaginer dans un futur plus ou moins proche, envoyer un conteneur à un hébergeur et l'hébergeur va juste se charger de le faire fonctionner.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire avec une machine virtuelle. Je ne peux pas me permettre à chaque déploiement d'envoyer une machine virtuelle qui pèse des tonnes de gigas à un hébergeur. Ça serait un véritable enfer pour travailler. Alors pourquoi c'est une technologie qui devient intéressante maintenant? Comme je vous l'ai dit, le système de conteneurs, ce n'est pas forcément une chose qui est nouvelle. Pourquoi? C'est en train d'exploser en ce moment. Tout simplement, c'est grâce à Docker. Docker vous permet, et vous allez le voir très très rapidement, de faire fonctionner et d'utiliser le système de conteneurs d'une manière très 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 simple. Donc globalement, il vous propose une sorte de ligne de commande, une série d'outils. Vous allez les utiliser et vous n'allez pas du tout avoir à vous compliquer la vie sur le déploiement, le fonctionnement, l'export et tout ça. Docker va se charger de tout pour vous. Donc avant, c'était une technologie qui était très intéressante mais trop complexe pour être utilisée par le plus grand nombre. Aujourd'hui, avec Docker, même un développeur, même moi qui pipe Kochi en Linux, je peux utiliser le système de conteneurs. Donc autant dire que c'est intéressant. Alors comment justement marche Docker? Alors je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais globalement ça fonctionne avec deux éléments. Vous avez d'abord le daemon. Donc c'est quelque chose qui va tourner en tâche de fond sur votre serveur et qui va permettre de faire fonctionner les différents conteneurs. Ensuite, on a le client. Le client, c'est un système de commandes que vous allez pouvoir taper sur votre terminal et qui va permettre d'interagir avec le daemon et de lancer des conteneurs, d'en supprimer, d'en stopper, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, vous avez un dernier point. Alors, ce dernier point est lié à la compatibilité. Il faut savoir que le problème qu'a Docker actuellement, c'est qu'il ne fonctionne que sur Linux. Et par exemple, si vous êtes sur Mac ou si vous êtes sur Windows, vous ne pourrez pas faire fonctionner Docker. Donc, Docker fournit un autre outil qui s'appelle Boot2Docker, qui permet de lancer une sorte de petite machine virtuelle qui intègre les outils de Docker. Donc dans le cas de Windows, on ne pourra pas directement avoir Docker sur Windows, on va devoir lancer une micro-machine virtuelle, vous allez voir elle est très très légère, et cette machine virtuelle aura déjà tous les outils Docker pour fonctionner. Donc Windows est en train de travailler dessus et ils ont dit qu'ils supportaient un petit peu Docker, donc peut-être dans un avenir proche on pourra avoir un système de conteneurs pour Windows. Reste à voir si ça se concrétise. Alors là, vous vous dites, ouais, génial, montre-nous un petit peu comment ça marche, parce que là, tu nous as fait du théorique, je veux bien, maintenant, j'aimerais bien avoir des cas concrets et voir comment ça fonctionne. Alors, j'ai ici Boot2Docker qui est installé, vu que j'ai la chance de travailler sur Windows, malheureusement, et du coup, je suis ici sur la petite machine virtuelle. Alors, je vais nettoyer un petit peu tout ça, c'était juste pour vous montrer qu'on voyait la baleine au démarrage, et on va travailler. Alors, il est important de comprendre un petit peu la terminologie de Docker avant de se lancer. Donc Docker, lorsque vous allez lancer un conteneur, ce conteneur, vous allez le baser sur une image. Donc cette image, vous pouvez la créer vous-même ou vous pouvez vous baser sur une image qui existe déjà. Et c'est là une des très très grandes puissances de Docker. Vous avez ce que l'on appelle un hub qui vous propose une série d'images qui ont déjà été préconçues. Donc il y a des images qui ont été conçues par les gens chez Docker, donc par exemple l'image Ubuntu, Node, Debian ou autre, et ensuite vous pouvez trouver des images qui ont été développées par des tiers. Par exemple, si vous cherchez Nginx, vous allez avoir une image officielle Nginx et des tonnes de personnes qui ont fait leur propre configuration à partir de ça. Alors les images, vous pouvez voir ça comme des sortes de templates que vous allez pouvoir utiliser pour monter vos propres conteneurs. Donc lorsque l'on va lancer un conteneur, le conteneur sera basé sur une image. Donc il va arriver directement avec une série de librairies et de fichiers qui ont déjà été conçus. Vous pourrez ensuite utiliser aussi cette image pour construire vous-même votre propre image. Vous allez pouvoir prendre par exemple l'image Debian, faire votre installation d'Apache sur un conteneur et ensuite modifier cette image-là pour ensuite installer Apache et créer vous-même votre propre image pour fonctionner de manière automatique. Donc par défaut, si je veux lancer Debian, il me suffit de faire un coup de Docker, run, le nom de mon image. Donc cette image, soit je l'ai en local sur ma machine, et dans ce cas-là, il va la lancer directement, soit c'est en ligne, et automatiquement, il va aller la télécharger. Donc moi, dans mon cas, je ne l'ai pas sur mon système, donc il la téléchargera. Donc je connais cette image-là, donc le conteneur va automatiquement lancer une commande bash. Donc je vais juste rajouter deux petits drapeaux, un petit drapeau T et I, pour lui indiquer que je veux lancer le terminal et rester avec le terminal ouvert. Donc lorsque je lance ça, vous voyez qu'il me dit « Ah, je ne trouve pas Debian, donc je vais le télécharger ». Alors vous vous dites peut-être « Mais attends, c'est pas possible, le téléchargement a quand même été super rapide, comment c'est possible ?» En fait, ça a été super rapide parce qu'on a un système d'image incrémentale.
Donc vous pouvez imaginer un petit peu comme Git. Lorsque vous faites un Git pull, vous ne téléchargez pas tout l'historique, vous téléchargez que les modifications que vous avez faites depuis la dernière fois que vous avez fait un pull. Dans le cas des conteneurs, c'est exactement la même chose. Si je prends deux images, imaginons j'ai l'image Debian pure et l'image Debian où j'ai juste créé un fichier. Lorsque je vais faire un pull de l'image avec juste le fichier supplémentaire, si j'ai déjà Debian, il va se dire, bon bah attends, j'ai juste ce fichier à modifier. Donc vous n'allez pas tout retélécharger. Donc c'est un des gros avantages aussi qu'a ce système de conteneurs. Contrairement à une machine virtuelle où quand vous balancez un snapshot, vous rebalancez tout, là on va pouvoir avoir des upgrades et des modifications incrémentales, ce qui va permettre de gagner beaucoup en rapidité lorsqu'il s'agira de déployer une application. Donc là, automatiquement, vu que j'ai tapé "-ti", je me retrouve dans un invité de commande et je suis dans mon conteneur. Si je fais un coup de ls, je me retrouve avec l'ensemble des dossiers que j'ai là. Et je peux y faire ce que je veux. Imaginons, j'ai décidé de faire quelque chose complètement débile, quelque chose qu'il ne faut jamais faire, attention, je supprime tout le dossier libre. Si je fais ça sur une machine virtuelle, c'est complètement foutu, je l'ai complètement pété. Si je fais un coup de ls, là il me dit, ah non, ls tu peux plus le taper, tu viens de supprimer le dossier libre, je connais plus cette librairie là. Là je suis un petit peu bloqué. Heureusement, comme je vous l'ai dit, on se base toujours sur une image. Donc il me suffit de quitter. Si je relance un coup de run et que je refais un ls, ça refonctionne. Vous voyez que mon dossier libre a réapparu. Donc à chaque fois que je vais lancer un conteneur, ce conteneur va se baser sur l'image. Donc toutes les modifications que je vais faire ne seront jamais persistées. Donc l'avantage, c'est que si jamais j'ai envie de faire des petits tests, je peux les faire. Une fois que j'ai bien pété tout le système, je peux repartir sur l'image sans problème. Et vous voyez que ça se lance très rapidement. Si j'avais à faire ça avec des machines virtuelles, ça serait très long. Alors vous pouvez vous dire, mais attends, ça c'est quand même une problématique. Moi je fais des modifications, je rajoute des modules par exemple, j'ai besoin de persister ces données-là. Alors rassurez-vous, on peut totalement le faire. Pour cela, on va prendre un exemple, je suis ici dans mon conteneur, je vais faire un coup de touch et je vais créer un fichier que je vais appeler test.txt. On va le mettre à la racine. Donc là, je vais laisser cet invité de commande ouvert, tout simplement pour pouvoir laisser ce conteneur ouvert. Et parce qu'à chaque fois que vous quittez, les conteneurs sont automatiquement fermés, ce qui est évidemment une problématique. Donc là, hop, je vais ouvrir un nouvel invité et je vais me connecter à boot to docker. Donc, boot to docker SSH. Si je fais un coup de docker ps, je vois les différents processus et je vois effectivement que j'ai un processus, c'est le processus que j'ai ouvert donc sur l'autre invité, hop, ici, qui est bash. Je vois aussi ici l'id de mon conteneur. De la même façon, je peux faire docker image pour connaître l'ensemble des images que j'ai. Comme vous le voyez, j'ai déjà pas mal travaillé dessus. Si je veux, je peux faire un docker diff et demander les différences qu'il existe sur mon conteneur. Alors, j'ai pas besoin de taper tout l'ID, juste les 3 premières lettres suffisent. Et là, il me montre toutes les différences qu'il y a entre mon conteneur et l'image sur laquelle on est basé. Si j'ai envie de sauvegarder cette modification-là, il me suffit de faire un docker commit, le nom de mon conteneur, et dans quoi je souhaite le committer. Donc, nous, on va par exemple l'appeler Debian-test ou Debian test. Voilà, automatiquement ça fait un commit. Si je fais un docker image, dans ma liste des images, je retrouve mon Debian test. Si maintenant j'ai envie de relancer un conteneur qui est basé sur cette image-là, il me suffit de faire un docker run Debian test. Et automatiquement, si je vais à la racine et que je fais un coup de ls, je vois que j'ai mon fichier test.txt. Si ensuite j'ai besoin d'exporter cette image-là, j'ai deux solutions. Soit je peux la publier sur le hub, mais je peux aussi l'exporter. Par exemple, je peux faire un docker save Debian test. Et on va le mettre dans un dossier qui est accessible par tout le monde. Donc ça va être /var/w /debiantest.tar. Alors effectivement, il me dit qu'il n'y arrive pas parce que je suis encore dans le conteneur. Donc je vais quitter ce conteneur-là et je vais lancer donc un coup de docker save. Je sauvegarde mon image Debian test et je vais la sauvegarder dans /var/w /debian /lab/debian test.tar. Je me retrouve avec l'image que je vais pouvoir exporter. Et vous voyez que l'image est relativement légère. Elle pèse que 130 mégas. Donc je vais pouvoir déployer ça très simplement sur mes différents serveurs.
Voilà, donc ça c'est une première manière de travailler avec les conteneurs. Mais il faut savoir que vous avez une autre manière. Si vous regardez un petit peu les différents dépôts que l'on a ou les différentes images que l'on a, vous pouvez aussi utiliser ce que l'on appelle un Dockerfile. Un Dockerfile va expliquer une série de procédures à lancer pour construire notre image. Donc l'avantage, c'est qu'on peut juste envoyer un Dockerfile, ensuite côté serveur, on fait un build et automatiquement ça fonctionne. Donc ça permet d'aller encore plus vite et de se retrouver avec un fichier encore plus léger à transvaser. Alors là, vous vous dites, ok, attends, mais là c'est très technique, je vois pas trop l'intérêt que ça peut avoir. Alors je vous donne un cas concret. Imaginons, vous avez envie de lancer un petit WordPress. Donc là, on a plusieurs conteneurs. Alors le premier, il contient que WordPress avec PHP et compagnie, mais il ne contient pas la base de données. Donc on va prendre le second, hein, qui est pas mal populaire aussi, et qui contient un petit peu toutes les dépendances dont on a besoin. Donc faire fonctionner une telle application, ça sera un véritable enfer à installer. Là, il nous suffit juste de faire un coup de Docker Run et ça va fonctionner. Donc là, je prends ce qui est marqué ici. Je n'ai pas besoin de faire un pull vu que le run fonctionne automatiquement. Je fais un coup de Docker Run et je mets ensuite mon image. Alors, par défaut, comme on l'a dit, les éléments sont isolés. Donc, il n'y aura pas de communication avec le reste du serveur. Donc, il va falloir lui dire sur quel port on va pouvoir communiquer. Donc, pour cela, on a un invité de commande qui est "-p", qui nous permet de dire, bon ben voilà, plug le port 80 de notre machine physique, de notre machine, sur le port 80 du conteneur. Donc là, on fait "-p", alors, il faut le mettre avant, "-p", 80, 2.80. J'appuie sur Entrée. Donc automatiquement, il me dit, ah ben non, WordPress, je ne le trouve pas. Il va installer les différentes dépendances. Donc là, l'avantage, c'est que normalement, je crois que j'ai déjà la boîte de base, donc ça va aller assez vite. Il va juste avoir à télécharger WordPress et à le dézipper. Donc il va installer par-dessus MySQL, Apache, tout le bordel pour nous. Et à la fin, il va juste nous communiquer sur le port 80. Si vous regardez au niveau de la documentation, vous voyez que là, il met un petit drapeau "-d" que moi je n'ai pas mis. Le "-d" permet de dire "tourne en tâche de fond". Donc là, dans le cas de WordPress, automatiquement, il n'y a pas besoin de le lancer forcément en tâche de fond, ça va pas se faire automatiquement parce qu'il se branche sur les logs, je crois, d'Apache, et vous voyez qu'il reste ouvert. Donc tant que je ne fais pas un coup de CTRL-C, mon système va rester ouvert. Si je fais un coup de Docker PS, je vois que dans mes processus, j'ai bien tutum/WordPress qui est lancé. Si maintenant je me dis, je vais me rendre sur mon serveur, donc j'ai juste changé mon fichier host pour pouvoir y accéder facilement, et que je fais un coup de local.dev, j'ai directement mon install de WordPress qui fonctionne. Donc l'avantage, c'est que je peux lancer comme ça des tonnes et des tonnes de technologies. Si j'ai envie de tester, on imagine Ghost, par exemple, c'est un système de blogging qui est basé sur Node.js. Mais pareil, ça, installer sur une machine, c'est l'enfer parce qu'il faut penser à installer Node.js, il faut installer toutes les librairies, il faut ensuite le faire fonctionner, et compagnie. Là, on a juste quelque chose à lancer, une petite commande, et ça fonctionne. Donc là, hop, on va reprendre la même chose. Il suffit de faire un coup de Docker, Run, Ghost. On va le faire fonctionner, alors pas sur le port 80, vu qu'il est déjà utilisé par WordPress. On va faire... D'ailleurs, il demande sur quel port. Donc à l'intérieur du conteneur, c'est sur le port 2368. C'est bizarre, peu importe. Donc nous, on va basculer le port 8080 par exemple. Et hop, si j'appuie sur Entrée, automatiquement, il va aller télécharger les différentes choses dont il a besoin. Donc vous voyez, pour le coup, ça va être encore plus rapide, vu qu'on a pas mal de choses que l'on a déjà. Et hop, il va lancer Node.js et il va rester ouvert, un petit peu comme l'autre. Si maintenant je vais sur mon port 8080, donc c'est local.dev 2.2.8080, hop, je me retrouve avec Ghost et je vais pouvoir travailler dessus et tout ça. Donc là, vous allez me dire, ok, c'est bien sympa, mais il y a quand même un problème avec ton truc, c'est que si jamais tu fermes, ce qui est mon cas là, j'ai fermé la partie Ghost, forcément ça marche plus. Si jamais tu relances un coup de Docker Run, tu vas perdre toutes les données parce que rien n'est persisté, à chaque fois il repart de l'image. Ce que l'on peut faire, c'est utiliser un système de liaison. On peut lui dire, relie ce dossier-là à ce dossier-là. Et automatiquement, lorsqu'il va lancer les choses, il va stocker. Donc si jamais sur mon système, je crée par exemple, allez, on va aller dans le dossier lab, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Ghost, dans lequel on va vouloir que les données seront persistées. On va pouvoir utiliser le Docker Run, comme c'est écrit ici, en lui disant de faire une liaison, en faisant un "-v". On veut lier le dossier, donc nous c'est dans var, www, lab et ghost. Avec un G majuscule, voilà. Donc ce dossier-là, tu le feras pointer vers var, lib, / là où il le stocke normalement dans l'image, donc c'est là, var, lib, ghost.
J'appuie sur Entrée, donc automatiquement il lance une nouvelle machine en tâche de fond. Il me donne ici l'ID de cette machine pour que je puisse la retrouver plus simplement. D'ailleurs, on peut remarquer qu'ici ils mettent "-name" parce qu'ils veulent donner un nom. Comme ça, lorsque l'on fait un coup de Docker PS, plutôt que d'avoir des idées dégueulasses où on ne sait plus trop à quoi ça correspond, on se retrouve avec le nom du conteneur. Donc là, ma fenêtre est un petit peu petite, mais quand vous avez une fenêtre assez grande, vous voyez le nom du conteneur, ce qui vous permet de mieux les identifier. Ici, je me retrouve du coup avec Ghost et il a fait la liaison avec mon système. Et là, les fichiers seront persistés. À chaque fois que je vais lancer une nouvelle version, il utilisera ce dossier-là. Donc si j'ai envie de faire des modifications, on va prendre par exemple le thème. Alors j'ai absolument aucune idée de comment fonctionne Ghost. J'imagine que c'est index.hsbs là, qu'on va ouvrir avec Sublime Text. On va mettre un petit AZE. Si j'actualise ma page, je le vois. Si je coupe mon conteneur, alors il faut que je fasse un docker rm-f pour le couper et le supprimer somme-ghost. Donc là, mon conteneur a disparu, je vais en reconstruire un en me rebasant sur l'image. Vu qu'il fait la liaison avec ce dossier-là, automatiquement, il a gardé mes modifications. Parce qu'il est toujours relié à ce dossier sur lequel je vais pouvoir travailler. Donc dans le cas de WordPress, ça va être exactement la même chose. Donc ça va être très très simple de travailler. Bon voilà, c'est des exemples, mais l'avantage c'est que vous allez pouvoir comme ça greffer les choses les unes aux autres. Si vous avez besoin d'une installation de WordPress, vous allez pouvoir utiliser WordPress, le relier par exemple à un autre conteneur MySQL. Ce WordPress, on va pouvoir le faire tourner par exemple en PHP FPM. Du coup, on va pouvoir le relier à Nginx et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc vous allez travailler véritablement avec des blocs. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire une petite démonstration pour vous montrer un petit peu comment fonctionne Docker. Alors je sais que je suis allé un petit peu vite, ne vous inquiétez pas, de prochaines vidéos arriveront pour vous expliquer les choses les unes après les autres et pas comme ça balancer à l'arrache. Donc ce qu'il faut retenir de Docker, c'est que globalement c'est une technologie qui est très intéressante parce qu'elle est très abordable et c'est ce qui, à mon avis, justifie sa propagation en ce moment. C'est-à-dire que vu que tout le monde peut l'utiliser, vu que créer des conteneurs et modifier des conteneurs, les publier, les déployer, c'est simple, ça rend cette technologie très très intéressante. Donc on peut l'utiliser à la fois pour développer, pour créer des environnements de développement, mais aussi pour déployer des applications. Il faut savoir que certains hébergeurs commencent à le supporter. Je sais que c'est le cas par exemple de DigitalOcean, qui vous autorise à envoyer des conteneurs pour faire fonctionner les applications. Donc on peut imaginer que dans un futur plus ou moins proche, lorsque l'on souhaitera déployer un site sur un hébergeur, on ne lui enverra pas juste les fichiers PHP dont on a besoin ou juste les fichiers Ruby, on lui enverra carrément les fichiers accompagnés des conteneurs pour les faire fonctionner. Et lui, il n'aura juste à se charger que du côté architecture, savoir comment il va faire fonctionner ces conteneurs-là et ne pas se soucier des technologies que l'on fait fonctionner à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre Docker. Et si jamais vous avez des questions ou si vous voulez que je m'attarde sur certains points ou que d'autres s'attardent sur certains points, n'hésitez pas à poster un commentaire. Ça permettra d'orienter les futurs contenus liés à Docker. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.